nous avons eu le plaisir de rencontrer différents représentants d'associations, mais aussi d'y découvrir de multiples moyens de mettre en place l'activité physique adaptée. Cela grâce à l'investissement de nos différents partenaires et collègues. Nous entamerons l'après-midi par une conférence introductive qui vous permettra de vous familiariser avec la démarche de prescription d'activité physique adaptée au sein d'un réseau, autant du point de vue du professionnel que de celui du patient. Cette intervention sera suivie par une table ronde dont le thème est la mise en œuvre de l'activité physique adaptée dans le parcours de santé du patient en affection de longue durée. Nous sommes fiers de pouvoir proposer ce débat autour de ce sujet d'actualité. Nous tenons à excuser le collectif interassociatif sur la santé et l'Institut de formation en masso-kinésithérapie qui devaient être présents sur la table ronde mais ont eu des impératifs de dernière minute. Je laisse maintenant la parole à Madame Chapelle et Madame Cousina pour lancer ce moment d'échange. Bonjour à tous. Déjà on va se présenter. Je m'appelle Claire Coudina, j'habite Montpellier et je suis patiente au réseau R+Z depuis 2013. Voilà. Et moi du coup, Blandine Chapelle, je suis enseignante en activité physique adaptée au réseau depuis 2014 et je suis depuis un peu plus d'1 an coordinatrice aussi du réseau. Voilà. Alors nous allons du coup vous présenter un petit peu nous comment on voit la prescription en APA dans le réseau, en vous présentant un petit peu l'association, le parcours de santé et du coup la prescription dans ce parcours de santé. Donc du coup le réseau R+R est une association régionale qui a été créée en 2002. Donc elle est dirigée par un bureau de 8 membres avec des professionnels de santé et des patients. Nous avons du coup 11 salariés, 4 coordinatrices et 7 enseignants APA. Le réseau a pour mission la coordination en post-réhabilitation des soins et du suivi du patient atteint de maladies respiratoires chroniques. Et du coup, nous sommes financés par l'Agence régionale de santé de la nouvelle région Occitanie. Les principaux objectifs du réseau, c'est de maintenir l'amélioration des capacités physiques, de favoriser le bien-être et l'amélioration de la qualité de vie, de créer du lien social et de renforcer les comportements favorables à la santé des patients. Il s'adresse principalement à des personnes qui sont atteintes d'une maladie chronique à dominante respiratoire, d'autres personnes aussi qui vont avoir des pathologies chroniques comme les maladies cardiovasculaires ou métaboliques sont aussi inclus dans le réseau, mais on a besoin de cette dominante respiratoire pour avoir quand même dans le réseau cette partie respi. Ayant fait une réhabilitation primaire, soit dans un centre avec le kiné en ambulatoire ou chez le prestataire, et qui du coup fait partie d'une des associations de patients partenaires du réseau. Ces associations sont dirigées par les patients eux-mêmes avec une vie associative qui gèrent par eux-mêmes et tout le point de vue juridique qui est vraiment propre à leur association. Ces associations, nous couvrons sur le Languedoc-Roussillon, nous sommes répartis un petit peu partout dans les départements. Nous avons ici représenté 10 associations, mais nous venons de créer une association à l'ODEP. Nous avons du coup une association en Lozère, 2 dans le Gard, 4 du coup dans l'Hérault, 2 dans l'Aude et 2 dans les Pyrénées-Orientales. Pour atteindre tous les objectifs, super. Ça marche ? Ouais. Du coup, pour atteindre tous les objectifs que nous nous fixons dans le réseau, nous proposons un programme qui est composé du coup d'activités physiques adaptées, qui comprend une séance d'activité physique adaptée de 2 heures par semaine, qui est animée du coup par un enseignant APA, de l'éducation thérapeutique qui est sous forme de 2 journées par an par association, qui est animée du coup par différents professionnels en fonction des thématiques qu'on va aborder lors des journées. C'est fait sous forme de petits ateliers où on va aborder des thématiques, soit qu'on appelle des thématiques sécuritaires, où on veut vraiment que ce soit des thèmes qui sont abordés dans toutes les associations,
où des fois en fonction des bilans éducatifs qu'on va faire avec les patients, on va amener des thématiques différentes sur l'ensemble des associations. On a une prise en charge médico-sociale qui est du coup réservée plus particulièrement aux patients en situation complexe. Du coup, ce qui va permettre du coup un soutien un peu plus important avec des démarches sociales et autres démarches qui pourraient permettre le patient d'avoir un suivi un peu plus important par rapport à ses besoins. De la marche, donc on organise une marche mensuelle de 2 heures par association qui est animée du coup aussi par l'enseignant à part, et des groupes de parole et ateliers de ménage qu'on va commencer à mettre en place, qui sont animés donc par des psychologues 3 à 4 fois par an, où le but est de vraiment faire en sorte que les patients se retrouvent pour pouvoir peut-être partager entre eux différentes expériences et avoir vraiment un échange entre tiers. Et les ateliers remue-ménage, du coup, c'est des ateliers qu'on aimerait mettre en place prochainement pour travailler notamment la mémoire et avoir des exercices un peu plus ludiques. Donc, dans toutes ces activités, la question un peu qui se pose aujourd'hui, c'est de savoir où se trouve, nous, la prescription médicale dans notre parcours de santé du patient. Donc, le parcours de santé, il se présente sous cette forme-là, schématiquement. Donc, on va avoir un premier contact avec le patient sur une préadmission où on va avoir un entretien souvent téléphonique, donc la coordinatrice avec le patient qui désire rentrer dans l'association. Du coup, on va lui présenter les activités et les conditions d'admission pour voir si vraiment, au final, il est aussi éligible pour entrer dans les associations, donc du coup, qu'il y ait au moins une pathologie respiratoire, que la personne ait fait une primo-réhabilitation et qu'il puisse bien sûr, participer à une des associations. S'il habite trop loin par rapport aux associations, forcément, ça pose un problème. Puis, il va venir observer sur une première séance à part. Là, du coup, il va pouvoir se familiariser, voir un peu le groupe, se présenter au groupe. Si la séance, si les activités lui paraissent convenir à ses attentes, du coup, on va lui donner un dossier qui va être un dossier d'inclusion où on va y joindre du coup la prescription médicale qu'il va devoir faire signer à son médecin prescripteur. Donc ce dossier, une fois que le patient nous l'aura rendu, et surtout à partir du moment où la prescription médicale sera délivrée aux enseignants APAL, aux associations, et après les coordinatrices, on récupère ces prescriptions, le patient peut commencer à pratiquer les activités. Et lors du mois de son inclusion, il va réaliser du coup des évaluations qu'on appelle d'inclusion, avec des évaluations physiques, des questionnaires et un entretien, un bilan éducatif partagé, pour vraiment essayer de voir plus précisément les objectifs du patient et dans quelle démarche on peut l'emmener en fonction de ses attentes. Du coup, il participera à l'ensemble des activités. Et pour les nouveaux, à 6 mois, il y aura une nouvelle évaluation. Et après, c'est tous les ans pour l'ensemble des patients. Donc du coup, nous décidons vraiment de parler de prescription médicale et pas de certificat de non-contre-indication à la pratique d'activité physique. Tout simplement parce que déjà, elle va avoir un aspect beaucoup plus précis. Nous avons créé un modèle spécifique au réseau que je vais vous présenter du coup tout à l'heure, où vraiment on essaie de faire figurer beaucoup plus d'informations, où le médecin va pouvoir vraiment y indiquer des informations propres au patient, que ce ne soit pas juste oui bonjour, voilà, monsieur peut pratiquer de la gym dans l'association, qui pose quand même un petit problème sur le terrain. Donc du coup, cette prescription médicale n'est pas remboursée par la sécurité sociale bien sûr, mais elle est vraiment indispensable pour le patient. Déjà d'une part d'un point de vue sécurité, comme on a pu voir sur le parcours de santé, la personne ne peut pas commencer une activité tant qu'elle n'aura pas sa prescription médicale de renseigner, de signer et qu'elle nous l'aura fait passer. Donc il y a vraiment ce côté sécuritaire où le patient a vraiment cet intérêt de comprendre qu'il y a aussi cet investissement. Quand on rentre dans un club de sport, on demande forcément un certificat. Là on est dans un programme de santé, donc ça paraît logique d'avoir aussi cette prescription. Et ça permet davantage pour les médecins prescripteurs de s'investir sur tous les renseignements qu'ils vont devoir nous donner, parce qu'il va y avoir du coup beaucoup plus de détails. Et ces détails vont être pour nous beaucoup plus, d'autant plus importants, que l'on va demander des données cliniques,
des informations vraiment sur le patient, et ces données vont nous permettre du coup de pouvoir individualiser le programme lors de l'arrivée du patient. Et tout au long de l'année, vu qu'on leur demande, la prescription est valable 1 an, le fait qu'elle soit valable sur une année, chaque année on demande aussi d'avoir des renseignements mis à jour le mieux possible, et ça nous permet du coup de réajuster chaque année au moins pour les patients le programme. Donc du coup les médecins prescripteurs, donc le plus régulièrement, et nous ceux pour qui cette prescription est dédiée, c'est les généralistes et les pneumologues. Donc forcément, vu qu'on a la partie respi, les pneumologues sont de plus en plus sollicités. Et cette prescription a vraiment aussi cet intérêt de pouvoir faire du lien avec ces médecins et de vraiment avoir peut-être des contacts et pouvoir avoir un peu plus de suivi sur le parcours du patient. On essaye par exemple, depuis quelques temps, dès qu'on a un nouveau patient qui rentre dans l'association, d'appeler son médecin généraliste, quand on arrive à l'avoir, pour voilà, lui communiquer que son patient vient de rentrer dans le réseau. La plupart du temps, ils ne connaissent pas spécialement le réseau, donc on leur explique voilà, à quoi correspond le réseau, les activités qu'on propose, les évaluations qu'on va mettre en place, et du coup la possibilité pour eux de recevoir aussi le bilan du patient et de faire vraiment ce lien entre le réseau et les médecins que le patient va voir régulièrement. Ces bilans d'évaluation, ils ont d'autant plus d'importance qu'on va essayer de les faire transmettre par le patient. Les patients vont recevoir un bilan d'évaluation en 2 exemplaires, un pour eux et un pour le médecin généraliste, qui va pouvoir du coup témoigner et pouvoir discuter avec lui vraiment des évaluations qu'il aura fait, l'intérêt vraiment de pouvoir communiquer avec lui si nous on n'arrive pas à le faire, de pouvoir au moins être en lien avec le patient. Donc du coup je vais vous présenter le modèle de prescription que nous avons nous au réseau. Donc il est sous cette forme-là, donc bon, déjà forcément le nom du patient, puis on demande de pouvoir signifier donc, la pathologie primaire du patient, qu'elle soit respiratoire, cardiovasculaire, métabolique ou autre, et de pouvoir identifier aussi les comorbidités qui vont être reliées du coup à la pathologie primaire. Ces informations elles sont d'autant plus importantes que en fonction des pathologies, nous allons forcément aborder la prise en charge différemment et avoir un programme un peu plus adapté en fonction des personnes. Et la deuxième partie, où là vraiment on a identifié la prescription qui correspondait nous au réseau, donc séance de réentraînement à l'effort, 2 à 4 heures par semaine, et démarche régulière, encadrée par un enseignant en activité physique, et sous la supervision des instances médicales du réseau R+R. Donc cette prescription elle est importante, c'est ce qui permet déjà pour le médecin de bien comprendre ce que nous proposons dans notre programme et de pouvoir vraiment mettre des mots sur ce qu'on fait et que le médecin soit bien au courant de tout ça. Nous demandons aussi de pouvoir donner des valeurs cliniques, notamment la fréquence cardiaque de réentraînement, ce qui est d'autant plus important que si nous n'avons pas toutes ces informations, faire une séance à pas avec aucun seuil de réentraînement, c'est quand même pas évident de pouvoir adapter et d'individualiser la séance si nous n'avons pas toutes ces informations. Puis après, voilà, d'autres informations qui sont plus ou moins importantes, les allergies, les traitements, et aussi du coup les appareillages qui vont être nécessaires à partir du moment où la personne aura l'oxygène à l'effort et qui aura une prescription particulière. C'est très important qu'on puisse avoir toutes ces informations. Voilà, et on essaye du mieux possible d'avoir différentes méthodes pour pouvoir peut-être communiquer auprès de ces professionnels et d'avoir un peu plus de lien avec eux. Voilà, on essaie depuis cette année de laisser un petit encadré pour qu'ils puissent laisser leurs emails et qu'on puisse communiquer davantage avec eux. Ça marche un petit peu, on arrive à avoir quelques adresses mail, mais voilà, c'est toujours un peu particulier d'arriver à faire une communication qui soit vraiment transversale. Donc voilà, maintenant que je vous ai présenté un petit peu, nous, tout le programme, tout le parcours de santé et la prescription, je vais laisser du coup Claire, qui est patiente du coup de l'association, qui peut peut-être elle donner son avis en tant que patiente sur ce document et peut-être un peu tout ce que nous, on leur demande de faire et d'avoir... Bon, évidemment, je suis tombée dans le panneau quand j'ai lu le document. Pour moi, je l'ai associé à un certificat de non-contre-indication sur un type d'activité. Donc, je suis allée dans une tournée qui est très sympa, je lui ai dit
mettez le tampon, et voilà. Et je suis repartie. Et puis, en travaillant un peu plus précisément sur ce document, effectivement, eh bien, oui, il y a des informations qui sont intéressantes à circuler, à naviguer entre les corps d'appât, les médecins, les kinés, etc. Donc voilà. Que dire d'autre? Ce que je pense, oui, c'est que c'est aux patients, bien souvent, d'insuffler aux médecins le fait qu'ils sont motivés sur leur chemin de réhabilitation. Et pas forcément aux médecins. Parce que les médecins, ils ont un quart d'heure. Mais si le patient vraiment se pose devant le médecin, et ça c'est important, là le médecin il aura une réponse. Je pense. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions. Voilà, n'oubliez pas le mot sans tabac quand même. Et voilà. Si vous avez des questions sur le réseau, n'hésitez pas. Oui. Il nous finance du coup tout le programme en fait. Toutes les activités qui sont énoncées ici, c'est l'ARS qui du coup nous le finance. Les associations de patients, les adhérents d'associations payent une cotisation, mais qui est pour l'association. C'est-à-dire nous, on ne touche pas du tout à cet argent. C'est l'argent qui va être donné pour l'association pour qu'ils puissent faire, eux, qu'ils aient d'autres activités, une vie associative. Voilà, certaines associations développent davantage peut-être de la sophrologie, déjà des ateliers mémoire. En fonction des associations, ils ont aussi une vie à part. Mais nous, toutes les activités qu'on propose, elles sont toutes financées par l'intermédiaire de l'ARS. Je ne vous ai pas parlé de la genèse en fait, de la création de la structure, ça c'est la première question. Et le deuxième point, est-ce que vous avez des liens, est-ce que vous avez connaissance du réseau Formic sur les Pyrénées? Est-ce que dans le cadre de la grande région, il y a des passerelles qui sont envisagées ou pas? Donc pour la première question, donc la genèse de l'association, donc elle a débuté déjà par, en Languedoc-Roussillon, nous avons beaucoup de structures qui font de la réhabilitation. Et il n'y avait rien qui existait sur le après. Après le séjour, qu'est-ce qu'on fait? Et c'est parti de là en fait. Ils sont mobilisés avec des professionnels de santé, des médecins et du coup des patients pour mettre en place ce réseau. Ils sont partis d'un point essentiel qui était le fondement du groupe. Où pour eux, le fait de pouvoir initier toutes ces pratiques en dehors d'un centre de réhabilitation ou en dehors de la réhabilitation en général, c'est par l'intermédiaire du groupe et le fait de pouvoir se sociabiliser aussi et d'avoir vraiment cet esprit, éviter l'isolement social. Et du coup, d'où est partie la création des associations et de mettre en place du coup un programme à destination de ces associations pour qu'elles puissent bénéficier d'activités physiques, d'éducation thérapeutique, de groupes de parole, des marches, tout ce qui correspond un peu à la réhabilitation mais qui serait du coup poursuivi dans un milieu un peu plus, voilà, un peu plus associatif et qui permettrait de retrouver... C'est professionnel ou c'est c'est parti du professionnel. C'est vraiment un milieu associatif, donc c'est l'association qui a été créée. Professionnel et patient, bien sûr. Mais ça ne venait pas de là-haut. Ensuite, Eformic, c'était ça. Alors, on en a... on connaît de nom, mais c'est vrai que nous, après, par rapport au réseau, on n'y a pas du tout... on n'a pas du tout réfléchi à un partenariat ou pouvoir envisager quelque chose. C'est vrai que c'est quand même... Il y a plein de choses au final qui se font et qui sont... on était un peu chacun aussi dans notre région et au final, avec cette fusion, on va être forcément obligé de mutualiser ou de voir un petit peu comment travailler tous ensemble. Donc je pense qu'on sera toujours de toute façon amené à faire ça. Et si je peux parler du coup en connaissance de cause, il y a un réseau du coup partenaire qui est du coup dans cette région qui ne fait pas exactement la même chose mais qui est un peu l'équivalent. Ils font beaucoup plus de réhabilitation et nous beaucoup plus de la post-réhabilitation. Mais on va être forcément amené à discuter, essayer de pouvoir voir aussi une mutualisation dans nos pratiques et essayer de faire en sorte de couvrir l'ensemble du territoire, pas seulement chacun de notre côté. Donc voilà, ça va être un petit peu, je pense, les arrivées des prochaines années. Pardon. Je voulais savoir,
Les patients restent combien de temps au sein de votre association? Enfin, ils sont amenés à rester qu'ils veulent. Est-ce que vous avez de temps en temps des gens qui partent et qui vont continuer peut-être l'activité physique ailleurs? Est-ce que alors l'association, elle est vraiment... voilà. Bon, ça va, ça vient dans le sens où ceux qui veulent rester restent. Pour la plupart du temps, enfin, il y en a certains qui sont là depuis 10 ans, voilà, qui se sont créés comme une petite famille au sein de cette association. Enfin, il y a vraiment ce groupe, cet esprit de groupe. Après, il y a des personnes qui viennent, qui se rendent compte que ça leur convient pas, donc ils repartent. Enfin, il y a vraiment de tout. Après, là où on essaie de faire attention, et c'est là que c'est compliqué, c'est qu'on a un programme de santé, et les gens souvent prennent un peu ça à la carte. C'est-à-dire, je viens aux APA parce que ça m'intéresse. Je viens pas aux marches, je compte pas les personnes qui travaillent encore ou qui peuvent pas pour diverses raisons mais qui sont justifiées. Mais il y en a beaucoup, c'est bon, les marches, j'aime pas trop donc je viens pas. L'éducation thérapeutique, c'est loin donc je viens pas. Le groupe de parole, ça me plaît pas trop, j'aime pas trop les psychologues. Enfin, voilà, il y a vraiment, des fois ça peut être un peu à la carte. Et c'est un peu cette problématique où on a vraiment un programme qui est complet et on a quand même beaucoup de mal à essayer de faire en sorte que tout le monde puisse adhérer à toutes les activités du programme. C'est ça, c'est exactement ça. C'est ça la question. Ouais. Et la cotisation, ça coûte combien? Alors la cotisation, elle dépend en fait de chaque association. C'est aux alentours normalement de 40 €, c'est quand même très peu. Il y a certaines associations qui demandent plus parce qu'ils essaient de mettre en place d'autres activités. Par exemple Montpellier, je crois que c'est 70 €. Et c'est parce qu'ils financent par l'intermédiaire de leur cotisation qui est un peu plus importante, une séance d'activité physique par semaine supplémentaire et une marche en plus. D'accord. Et le repas de Noël. Pardon? Et le repas de Noël. Ah non. Si, voilà, il faut les parties un peu les repas un peu conviviaux, mais ça c'est vrai que c'est pas le problème dans les associations. C'est pas le souci pour ça. Et dernière question, est-ce qu'il y a des patients qui organisent entre eux des activités autogérées? Des sorties, des choses comme ça? Oui, du coup, ça se met en place. Alors, c'est intermittent, c'est par moment, notamment sur les marches. Par exemple, au printemps, on va avoir des groupes qui vont se retrouver pour partir faire une marche pendant 2 heures. Ou on a fait aussi parfois un peu de renforcement musculaire dans les parcs. Voilà. Mais c'est selon quoi. Ça se fait. Après, il y a la sophrologie, mais ça, c'est une mise en place qui est intra-réseau, dans le réseau. Je veux dire des patients, peut-être vous m'avez répondu, mais des patients qui peuvent organiser autre chose même que de l'activité. Ben, c'est ça. Voilà. Ah oui. Ben, Une sortie culture, n'importe quoi, mais hors associatif, vraiment autogéré, ben, c'est-à-dire voilà. bon. Si ça peut se produire s'il y a des affinités. Oui, bien sûr. Un petit peu différentes que celles seulement de la post-réhabilitation. D'accord. Ça se produit d'ailleurs. D'accord. Non mais oui, en fonction des associations, vu qu'ils ont aussi cette autogestion et ils peuvent avoir une vie associative qui peut être aussi autre que toutes les activités qu'on peut proposer au réseau, ils peuvent développer d'autres activités. Par exemple, à une association à Bédarieux, ils ont une patiente qui se forme aux ateliers mémoire et du coup, une fois toutes les 2 semaines, ils ont un atelier mémoire qui est organisé par cette patiente et ça permet encore une fois de les retrouver et ils font d'autres activités qui sont en dehors du programme du réseau. J'aimerais savoir, pour prendre mon intérêt, quel test physique vous mettez en place, quelle évaluation et qu'est-ce que vous en faites? Alors du coup, en test physique, donc on a le test de marche de 6 minutes, on a le test d'équilibre unipodal et on a mis en place cette année le test de levée de chaise. Voilà, donc on essaye, à chaque fois ces tests sont réalisés quand on fait les séances à pas. Donc soit une coordinatrice se déplace ou l'enseignant à pas essaye du mieux possible de faire les évaluations lors de la séance. Et après, on a toute une partie auto-questionnaire, donc le VQ11, on va avoir le questionnaire des activités de vie journalière, le MRC qui est vraiment pour déterminer l'association d'essoufflement des patients, et après toute une partie entretien, bilan éducatif partagé, où là on prend le temps de discuter avec le patient de ses objectifs, de ce qu'il veut mettre en place, des comportements qu'il va avoir durant l'année, toute cette partie. Il y avait la deuxième partie de la question. Qu'est-ce que vous faites
tests. Qu'est-ce que vous avez fait? Et donc du coup ces tests, une fois que les patients ont réalisé l'ensemble des tests, on fait un bilan de ces évaluations que du coup on va envoyer à l'ensemble des professionnels du patient. Donc nous on va envoyer ce questionnaire, ce bilan pardon, au pneumologue. Si par exemple cette personne a un prestataire de service qui lui délivre de l'oxygène, on va envoyer le bilan au prestataire. S'il a fait de la réhabilitation en centre durant l'année, on va lui envoyer aussi au centre. Et lui, il va recevoir une copie pour le donner aussi à son médecin généraliste. Et le but, c'est de vraiment pouvoir faire un lien entre ce qu'on fait nous et ce qu'on peut transmettre comme information aux autres professionnels et avoir... La question aller plus loin, là c'est un bilan partagé, mais est-ce que vous faites la prescription à partir du bilan? Non, on ne fait pas de prescription. On délivre juste ce que le patient a pu faire et vraiment l'évolution d'année en année par l'intermédiaire de graphiques et voilà. On ne prescrit rien du tout. On peut donner des conseils en fonction des valeurs du test de marche. S'il y a vraiment une diminution du test de marche par rapport à l'année passée, voilà, on peut demander peut-être d'avoir un suivi particulier avec le pneumologue, d'essayer de faire des liens, mais on ne prescrit rien. Désolée de couper, puis on a la table ronde derrière. Il y aura un moment d'échange qui sera prévu. Donc est-ce que vous pouvez garder vos questions jusqu'à ce moment-là, s'il vous plaît? Parce que pour que les autres professionnels puissent parler aussi.